Bonjour les amis. J'espère que tout se passe bien. En tout cas à mon niveau, je rends grâce. Aujourd'hui je suis de repos. C'est ma semaine de 2 jours au boulot et j'ai déjà fait le sport ce matin et je suis venu à un rendez-vous chez le dentiste pour faire un peu de nettoyage de manière périodique. Souvent je viens. Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle un peu de géopolitique, surtout en Suède. Et vivre en Suède, si tu es un candidat pour venir t'installer ici, la vie n'est pas faite uniquement que du travail maison. Et il faut comprendre dans quel système politique tu es en train de t'installer. Il faut comprendre beaucoup de choses et te faire une idée de la zone dans laquelle tu es en train de rentrer. Et ces dernières années, depuis 2022, où a éclaté la guerre en Ukraine, et beaucoup de choses sont en train de chambouler sur le plan géopolitique. Et des pays comme la Suisse et la Suède, surtout la Suède qui a pour politique la neutralité depuis 200 ans, s'est subitement jeté dans les bras de l'OTAN. En tout cas, beaucoup de choses sont en train de changer. Chacun de nous s'informe plus ou moins, s'abonne ou bien s'est affilié à des chaînes d'information YouTube, et beaucoup d'autres sources pour s'informer, pour être au niveau et pour s'ajourner au niveau des informations en matière de politique. Et donc, moi, je suis abonné à une chaîne d'un Suisse qui vit au Japon, je crois, et qui fait de contenu quand même beaucoup intéressant et pour m'informer par rapport à tout ce qui se passe sur le plan mondial, européen et géopolitique de chaque pays. Et voilà, et je suis tombé le week-end suis passé quand j'allais à Eurobro. J'ai voulu passer un peu de temps à m'informer et je suis tombé sur l'une de ces interviews qu'il a accordées à une journaliste suédoise et qui a beaucoup détaillé sur la position de la Suède concernant la crise, cette période beaucoup sensible que nous traversons en Europe. Et donc, j'ai voulu partager ce moment avec toi qui plus ou moins te prépare pour venir en Suède. Et vu que la Suède ne parle pas le français et c'est l'anglais et le suédois, il y a beaucoup de contenu en anglais et beaucoup aussi en suédois. Et la chaîne a pour objectif de tourner. En fait, l'original des contenus sont en anglais, mais ils utilisent l'intelligence artificielle pour faire la traduction en français et dans d'autres langues. Donc, la version française, je suis tombé sur l'interview en question qui a beaucoup parlé de la Suède, qui a beaucoup parlé de leur position, qui contrôle la Suède sur le plan politique, quels sont les choix qu'ils ont faits, et j'ai jugé bien de partager ça avec toi. Donc, d'ici là, on va basculer sur mon ordinateur et ensemble, on va écouter, l'entretien dure plus d'une heure, mais on va écouter la première partie, plus ou moins, qui a beaucoup parlé de la Suède. Et si tu es intéressé, je vais te mettre le lien en commentaire de la chaîne et tu vas pouvoir suivre l'intégralité de, comment on appelle ça, de l'entretien. Et pourquoi pas, si ça t'intéresse, tu peux t'abonner aussi à sa chaîne et puis voilà. Maintenant, avant que je ne bascule sur mon écran, sur mon ordinateur, je vais poser une question. Donc, toutes ces choses, ces contenus, ces informations que je donne ici en fonction et par rapport à
les candidats qui veulent s'expatrier en Suède. Vous ne pouvez pas m'aider à faire grandir cette chaîne. C'est inadmissible que je sois toujours à moins de 500 abonnés. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne pouvez pas me faire grandir cette chaîne. Je vous en prie, faites grandir cette chaîne. Bon, maintenant, comment on appelle ça? J'ai fini mon rendez-vous. J'ai encore un autre rendez-vous le 5 mars. Parce qu'ils ont nettoyé une partie de la gencive et ça fait extrêmement mal. Je dois aller vraiment me laver, me coucher carrément. Et même bien avant ça, je vais et comment on appelle ça, et tourner la vidéo avant d'aller me reposer parce que ça fait vraiment mal. Quand l'anesthésie va complètement quitter, ça va péter, tu vois. Donc, si tu me découvres pour une toute première fois, moi c'est Kofi Innocent, je vis en Suède depuis 8 ans et je parle des astuces qui pourront te permettre de pouvoir t'intégrer facilement en Suède. Et donc, si c'est pour une toute première fois et tu aimerais vivre ici, abonne-toi et surtout partage et contacte-moi en inbox si cela te plaît. Et je pourrais te donner beaucoup d'astuces qui va te permettre de pouvoir mieux t'intégrer. Bon, les amis, on se voit sur mon écran tout à l'heure. Ça fait 0 degré, mais pourtant, ça caille, on dirait, on est à moins 10. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Waouh. Bon, donc, on se dit à tout à l'heure. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous. Je suis Pascal de Neutrality Studies et aujourd'hui je parle avec Kajsa Ekis-Ekman, une journaliste suédoise, activiste et auteure de 4 livres sur la traite des êtres humains, la prostitution et l'économie. Elle est actuellement rédactrice en chef de Parabole Press. Auparavant, Madame Ekman a travaillé pour divers médias suédois, mais a été licenciée en 2022 après avoir couvert de manière critique la guerre russo-ukrainienne en cours. Ainsi aujourd'hui, nous voulons parler de son travail et de la situation des médias en Suède. Madame Ekman, bienvenue. Mrs. Ekman, welcome. Eh bien, merci beaucoup. C'est un honneur d'être ici. C'est un plaisir de vous parler. Et surtout, j'aime votre nom, Étude de la neutralité, parce que vous savez, jusqu'à il y a 1 an, nous aurions pu en faire partie. La Suède et la Suisse étaient des pays neutres. Mais c'est maintenant de l'histoire. Je vous étudiais comme un cas, et maintenant ce n'est plus qu'un cas historique. Commençons par cela. Que pensez-vous de la transition de la Suède de la neutralité à l'OTAN? From neutrality into NATO. Oh, c'est terrible. Je veux dire, c'est terrible à bien des égards. C'est terrible parce que, vous savez, je pense que historiquement, c'est une très mauvaise décision. Je veux dire, nous avons été neutres pendant 200 ans. Nous nous en sommes bien sortis. Nous n'étions dans aucune guerre. Vous savez, nous sommes un pays pacifique. Nous exportons des armes, cependant, et nous avons eu une collaboration étroite avec l'OTAN. Je veux dire, nous n'étions pas 100% neutres quand même, je dirais. Mais, vous savez, cela nous a épargné beaucoup de guerres et cela a aussi laissé sa marque sur notre culture. Que si vous voyez une bagarre, le Suédois typique n'est pas comme l'Américain typique qui prendra parti, mais essaiera plutôt de séparer les 2 personnes qui se battent. Et aussi, c'est terrible parce qu'on ne nous a pas demandé notre avis. Nous n'avons pas eu de référendum à ce sujet. C'était juste une décision prise d'en haut du jour au lendemain. Pourquoi pensez-vous que c'était le cas? D'après mes propres recherches, je sais qu'il y a eu une progression également, n'est-ce pas? Parce que la Suède se qualifiait de neutre jusqu'aux années 2000, puis a commencé à se dire non alignée. Ensuite, elle a commencé à abandonner ses références. Puis la guerre est arrivée et le changement s'est produit. L'environnement médiatique a-t-il quelque chose à voir avec cela?
which happened. Does the media environment have something to do with it? Well, I mean, I think if it weren't for the Eh bien, je veux dire, je pense que si ce n'était pas pour la guerre en Ukraine, bien sûr, nous serions toujours neutres. Nous ne serions pas dans l'OTAN. Mais je veux dire, je pense que c'était, je ne sais pas si c'était la raison autant que le prétexte, parce que cela se produisait déjà, comme vous le dites, lentement. Oui, mais ce qui me surprend à ce sujet, c'est le fait que tout le monde y a adhéré, comme si, oh, si nous ne rejoignons pas l'OTAN, Poutine va nous envahir. Je veux dire, personne n'en a parlé comme d'une possibilité en dehors de la Suède. Je veux dire, il n'y a pas eu de discussion internationale disant comme « Oh, la Suède est la prochaine ». Vous savez, ça n'a jamais été le cas. Je veux dire, nous avons vécu... Moi, j'ai l'habitude de suivre les vidéos en vitesse un peu avancée. Donc, si tu me permets, je vais avancer ça comment on appelle ça? Je vais avancer ça de 1,25. Deux guerres mondiales de près. Nous avons eu, vous savez, je veux dire, toutes ces invasions. Je veux dire, l'Union soviétique a parfois envahi d'autres pays proches. Personne n'a jamais dit que c'était la raison de rejoindre l'OTAN. Je veux dire, c'était la raison de rester à l'écart. Ne vous faites pas une cible. C'était la stratégie, n'est-ce pas? Oui, exactement. Et notre diplomatie consistait à essayer de se faire des amis dans d'autres pays et à comprendre les autres. De cette manière, on peut créer la paix. Et maintenant, c'est juste envoyer des armes, envoyer des soldats. Je veux dire, je pense que c'est terrible. Je me demande aussi comment la Suède présente actuellement sa situation sécuritaire, car j'ai vu quelque chose de très, très effrayant, et je vais faire un programme séparé à ce sujet. C'est une brochure qui aurait apparemment été envoyée au foyer suédois en anglais, intitulée « En cas de crise ou de guerre ». Une petite brochure jaune qui explique aux Suédois comment se comporter lorsque la guerre arrive. How to behave when the war comes. Have you seen that brochure? As-tu vu cette brochure? Oui, ils l'ont envoyée ici. Mais comme il y a eu un tel brouhaha international à ce sujet, je l'ai donnée à des parents espagnols qui sont venus nous rendre visite parce qu'ils disaient « Nous voulons ça. Nous voulons le montrer chez nous. » Donc tu sais, je veux dire, je ne pense pas que ce soit un si gros problème parce qu'ils les envoient depuis des décennies. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Ils envoient ces brochures juste au cas où. Ce n'est pas seulement pour une guerre. C'est au cas où il y aurait, tu sais, une crise climatique ou tu sais quoi faire, comment s'approvisionner en conserve ou des choses comme ça ou trouver de l'eau potable. Donc, je veux dire, essentiellement, je pense que c'est une bonne chose. Mais bien sûr, maintenant, cela vient dans le contexte des Suédois qui, au moins en 2022, je veux dire, il y avait une vraie panique. Les gens écrivaient dans des groupes Facebook locaux comme « Où allons-nous nous cacher quand Poutine viendra ?» Tu veux dire 2023, n'est-ce pas? 2022, right? Oui, Qu'est-ce que j'ai dit? En 2022. Mais tu veux dire après le « Oui, oui. Non, mais. Oui, oui, oui. » En 2020, les choses allaient encore bien, non? Après l'Ukraine, c'est là que les gens ont eu peur. When people got scared. oui. Je veux dire, c'était une peur instillée en nous par nos politiciens et nos médias. Et puis, elle a été entretenue par les gens eux-mêmes. Les gens pensaient à déménager comme « Où devrais-je aller dans le pays pour être en sécurité ?» Oui, je veux dire, et c'est bizarre parce qu'on nous a dit du jour au lendemain que, vous savez, les Ukrainiens sont comme nos frères et que ce qui leur arrive nous arrive. Je veux dire, personne en Suède ne savait vraiment où se trouvait l'Ukraine avant cela. Personne ne parlait jamais de ce pays. Rarismo, la Suède perçoit une grande partie de sa sécurité dans le contexte des pays nordiques, n'est-ce pas? De la Finlande et de la Norvège, mais pas de l'Europe centrale et orientale. Central Eastern Europe. Non, nous avons toujours pensé que ces pays, vous savez, ils sont à l'est. Vous savez, nous sommes à l'ouest. Donc, cela n'a rien à voir avec nous. Et, vous savez, on peut appeler cela une attitude égoïste, mais c'est notre attitude depuis de très nombreuses années maintenant. Laisser les gens résoudre leurs problèmes eux-mêmes. Nous n'avons rien à voir avec ça. Mais je pense que ce qui a été crucial dans la décision de la Suède de rejoindre l'OTAN, c'est aussi le fait que la Finlande a changé du jour au lendemain. Et puis nous avons senti que nous ne voulions pas être la frontière de l'OTAN. Donc je pense que c'est à ce moment-là que notre Parti social-démocrate a changé du jour au lendemain sans avoir de décision démocratique interne à ce sujet. Il n'y a pas eu de congrès supplémentaire. En gros, il y a eu une réunion d'information en ligne et c'était tout. Et je veux dire, notre leader historique, Olof Palme, se retourne dans sa tombe
Combien a-t-il lutté pour la neutralité et pour que la Suède soit avec le tiers-monde? Et maintenant, nous sommes avec les impérialistes. And now we're with imperialists. The Olaf Palme was a Olof Oui, le président Olof Palme, je dis président, le premier ministre Olof Palme a été assassiné dans les années 80 parce qu'il était beaucoup proche du peuple et il estimait qu'il n'avait pas besoin d'une protection, d'une garde rapprochée comme nos présidents le font actuellement, où tu ne peux pas avoir accès à eux. Donc, c'est dans cette, comment on appelle ça, atmosphère qu'il a été assassiné en plein centre de Stockholm parce que c'était quelqu'un qui était trop proche du peuple et qui circulait même à vélo au centre-ville tranquille, qui va au bureau comme un citoyen normal, quoi, tu vois. Donc, et ça a créé beaucoup de tensions et puis après ça, et ils ont commencé par faire comme tout le monde, protéger le président jusqu'aux dents. Donc voilà un peu. Palme était un politicien très fascinant et très engagé, qui se retournerait dans sa tombe, exactement comme d'autres, comme Bruno Kreisky en Autriche. Et Olof Palme, nous, il a été assassiné, n'est-ce pas? Oui, ça nous le savons. Qui l'a fait? Nous ne savons pas. C'est encore inconnu aujourd'hui qui a assassiné Olof Palme. it's still unknown today who murdered Olaf Palme. Oui, personne ne sait. Well, do Eh bien, pensez-vous que ce changement dans la manière dont la Suède perçoit sa politique étrangère et le fait qu'apparemment un grand groupe de politiciens ait décidé que l'OTAN est vraiment la seule voie à suivre est quelque chose qui a grandi pendant cette période après la guerre froide? Pensez-vous que ce sentiment était déjà présent auparavant? Parce que j'ai parlé à un autre de vos compatriotes, Ola Tunander, et il parlait de l'affaire des sous-marins et de la façon dont cette affaire a instillé beaucoup de peur dans le cœur des gens. Et comment aujourd'hui nous comprenons que c'était des opérations psychologiques, que ces sous-marins ne venaient jamais des soviétiques, à l'exception de celui qui s'est effectivement échoué et a été visible pendant longtemps. Voyez-vous d'autres mécanismes par lesquels la Suède a été effrayée pour rejoindre l'OTAN? mechanisms through which Sweden was scared into NATO? I mean, there are a group Je veux dire, il y a un groupe d'hommes en Suède qui sont perpétuellement inquiets d'être envahis. Je dirais que les femmes en général en Suède, nous ne pensons jamais à cela, nous ne sommes pas inquiètes à ce sujet, mais il y a un groupe d'hommes qui sont un peu obsédés par cela et vous savez, qui passent leur temps à s'inquiéter du statut de notre armée, de nos armes, de nos frontières et des choses comme ça. Donc, chaque fois que quelque chose comme ça se produit, que ce soit le scandale des sous-marins dans les années 80 ou maintenant le sabotage de câbles qui s'est avéré être un accident, vous savez, je suppose que vous en avez entendu parler, c'était « wow » pendant quelques semaines et maintenant ils arrivent. Et beaucoup de ces hommes occupent des postes élevés. Donc, chaque fois que quelque chose comme ça se produit, ils peuvent s'exprimer dans les médias. Et ils disent toujours la même chose, comme « nous devons dépenser plus d'argent pour la défense et moins d'argent pour d'autres choses, telles que la santé et l'éducation et des choses comme ça. » Donc, cela a toujours été le combat, vous savez, sur où nous devrions mettre notre argent. Et maintenant, ils sont si heureux parce que nous mettons des milliards dans l'OTAN. Alors que notre système social, qui nous a rendus célèbres à l'époque, le système de bien-être suédois, nous n'avions ni riches ni pauvres, nous n'avions pas de mendiants dans la rue, vous pouviez être l'enfant d'une mère célibataire au chômage et avoir toujours le même niveau matériel que l'enfant d'un PDG. Cela disparaît maintenant. Voilà à peu près le modèle de vie suédois qu'elle vient de décrire. Et je crois bien que dans mes contenus, je l'ai toujours décrit. Voilà ce qu'elle vient de confirmer. Voilà le niveau de vie que nous avons en Suède. Et malheureusement, comme elle le dit, c'est en train de baisser. Pour nous, les étrangers, pour nous qui ne sommes pas d'origine suédoise, pour atteindre ce niveau, il faudrait avoir un boulot décent qui va te permettre de pouvoir équilibrer. Et effectivement, c'est comme ça que nous vivons ici en Suède. Et elle vient de confirmer. Tu l'entends aussi de tes propres oreilles. C'est très triste. Oui. Et cela, est-ce que cela a à voir avec la militarisation des pays nordiques, pensez-vous? Eh bien, cela n'aide pas exactement lorsque votre système éducatif est sous-financé et que le système de santé est sous-financé, trop privatisé
Et en plus de cela, nous allons prendre notre argent des impôts et le mettre dans l'OTAN. Et il y a aussi une autre chose que nous avons faite qui n'a en fait rien à voir avec l'OTAN, ce que je ne comprends pas pourquoi nous l'avons fait, qui était l'accord DCA, où nous avons maintenant signé un accord séparé pour permettre aux États-Unis un accès total à 17 bases militaires en Suède. Cela ressemble à l'accord que l'Irak a signé après avoir été envahi, sauf que l'Irak a obtenu cette exception dans le traité selon laquelle les États-Unis n'étaient pas autorisés à mettre des armes nucléaires. Nous n'avons même pas demandé cela. Ce traité ressemble à si nous étions en guerre avec les États-Unis et avions perdu. This treaty looks like we were at war with the US and lost. You are not the first one to tell me that. I had Vous n'êtes pas le premier à me le dire. J'ai récemment eu Tuomas Malinen de Finlande sur la chaîne, et il a dit la même chose. C'est essentiellement un accord d'occupation, parce que ces personnes, ce ne sont pas des troupes de l'OTAN, ce sont des troupes américaines. Et elles n'ont même pas à payer d'impôts dans votre pays, même pas la taxe sur la valeur ajoutée. Elles n'ont même pas à obéir à la loi suédoise. every They don't coffee even that have they to buy, they obey can get a Swedish receipt. law. They don't even have to obey our laws. We don't even have the right. Ils n'ont même pas à obéir à nos lois. Nous n'avons même pas le droit de les contrôler quand ils entrent et sortent. Que rapportent-ils? Qui sont-ils? Quel passeport ont-ils? Ils peuvent simplement aller et venir. Et je pense que ce que le peuple suédois ne sait pas, c'est qu'ils ne sont pas là pour nous défendre. Il n'y a rien dans ce traité DCA qui parle de leur défense envers nous. Ils sont ici pour leurs propres objectifs. Nous pensons, oh, c'est bien qu'ils viennent, vous savez. Donc ils nous défendent parce que de cette façon, Poutine ne viendra pas. So they're defending us because that way Putin won't come. But honestly, have you ever read? Mais honnêtement, avez-vous déjà lu ou entendu quelqu'un vous donner un argument raisonnable expliquant pourquoi Poutine voudrait aller en Suède? Je veux dire, je comprends pourquoi les Finlandais, je comprends la Finlande. Vous savez, ayant eu comme 2 guerres, 3 guerres avec les Russes au fil du temps, et ayant comme, vous savez, je le comprends là-bas. Mais les Suédois, I understand it there, but est-ce que quelqu'un a sérieusement peur que M. Poutine veuille simplement, vous savez, régner depuis Stockholm? wanting to just, rule from Stockholm. I mean, it's a nice city, but Je veux dire, c'est une belle ville. Mais vous savez, j'ai toujours pensé que c'était des conneries. Mais si vous aviez dit aux gens en 2022, juste au moment où tout se passait, vous savez, Poutine était dans la conscience collective un mélange de Hitler et de Napoléon. Consciousness, a mixture of Hitler and Napoleon. Oui, That's what they were C'est saying. ce qu'il disait. Like, if Comme si tu l'arrêtes pas maintenant, il va juste se déchaîner partout parce qu'il est un fou furieux. he's a crazy madman. is that belief still? cette croyance est-elle toujours présente? Ou les 3 dernières années ont-elles, vous savez, un peu assombri la perception de la Russie? Perception of Russia a bit. You know, I think it just has to do with fear doesn't. Tu sais, je pense que cela a simplement à voir avec le fait que la peur ne tend pas à persister dans le temps. Parce que s'ils essaient de te faire peur en te faisant croire que quelque chose va se passer maintenant, et ensuite, tu sais, les années passent et rien ne se passe. Je veux dire, bien sûr, tu as tendance à te détendre un peu. Et nous voyons que toute la guerre en Ukraine a été un fiasco du début à la fin. So I think people, yes, Donc, are so je pense que les gens, oui, se réveillent un peu. Mais ce que tu dois aussi comprendre, c'est que les médias ont été obsédés par Poutine. Et je le dis littéralement, comme quand nous avons regardé les gros titres de nos 2 principaux tabloïds. Et je ne parle pas des gros titres que tu vois quand tu achètes le journal en question. Je parle de ceux que tu vois juste en passant devant le magasin. when you buy the actual newspaper. I mean the ones that you see when you just pass the store. Like, I don't know how it is in your country, but here, when you pass Je ne sais pas comment c'est dans votre pays, like a cigarette store, mais ici, quand vous passez devant un magasin, n'importe quel magasin, comme un bureau de tabac, un supermarché, vous savez, un magasin où vous allez acheter du lait et du pain, à l'extérieur, il y aura les gros titres des tabloïds. Donc, vous savez quelles sont les nouvelles, même si vous ne les achetez pas. during the first Pendant les 2 premières années, plus de 80% d'entre elles concernaient Poutine. were about Pas le mot Russie. Pas le mot Ukraine. Poutine. not the D'accord. word Russia, not the D'accord. word Ukraine. Putin. Donc c'était comme si rien ne se passait dans notre pays. La seule chose qui se passait, c'était Vladimir Poutine tout le temps. C'était Poutine a un cancer. Poutine a peur de mourir. Poutine pourrait mourir, il pourrait perdre la guerre demain. Poutine a une petite amie. Poutine, ceci. Je veux dire, c'était juste des nouvelles bidons, juste pour nous faire nous concentrer sur ce type. Bullshit news just to make us focused on this one guy. But yeah, in that case, not even the. Mais oui, dans ce cas, il ne s'agissait même pas du pays, ni de l'armée, ni de la menace militaire réelle à laquelle on peut penser, mais juste de cette personne, comme s'il était le diable incarné, plus la venue de la Russie elle-même. The coming of Russia itself. Yeah, people think. Oui, les gens pensent cela. Les gens pensent cela. Je veux dire, c'est comme s'ils ne l'appelaient pas la guerre de la Russie. Ils l'appellent la guerre de Poutine. They call it Putin's war. Oui, mais en même temps, la Russie en tant que pays est toujours aussi diabolisée, n'est-ce pas? Russia as a country is Comme also avec les sanctions, etc. in, Les gens en Suède font-ils la distinction entre le gouvernement russe et les Russes? Ou est-ce que tout cela est également associé à Poutine?
Or is that also all lumped together inside Putin? You know, in the beginning of the Ukraine. Au début de la guerre en Ukraine, il y a eu une tentative de présenter le peuple russe comme des individus innocents et opprimés, souffrant sous un dictateur cruel, un peu comme on l'avait fait avec les Irakiens sous Saddam Hussein. Mais cela a été rapidement écarté. Un autre discours est devenu dominant, selon lequel le peuple russe est également malveillant. Je veux dire, il y avait un article dans notre plus grand journal qui disait essentiellement que l'âme russe est meurtrière. Vous pouvez simplement regarder Dostoïevski et la littérature russe. Je veux dire, c'était un article écrit par une seule personne. Je ne dis pas que c'était le discours dominant. C'était très extrême. Mais cela vous donne une idée de l'atmosphère, n'est-ce pas? Voilà, on va s'arrêter là. Et le contenu du, comment on appelle ça, 1 heure. Et on vient d'écouter 20 minutes ou bien 21 minutes. Je pense que c'est intéressant si tu veux connaître la position géopolitique de la Suède actuellement pendant cette période aussi sensible que nous traversons en Europe, notamment l'Europe de l'Est. Et nous qui sommes dans les pays nordiques, on le sent aussi beaucoup parce que c'est à côté. Ben bon, voilà, c'est ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Et on a parlé un peu de géopolitique, mais bien avant de se séparer de toi, n'oublie pas vraiment de partager et de faire grandir cette chaîne. Je ne suis même pas encore à 500 abonnés. C'est grave. Faites grandir cette chaîne, je vous en prie, pour que je puisse vous donner plus de contenu. J'ai tellement de trucs à vous donner, et à faire comprendre à la communauté et aux candidats, ceux qui sont qualifiés pour venir en Suède. Donc, rendez-vous une prochaine fois. C'est un plaisir pour moi. Et puis, merci beaucoup pour ceux qui continuent par me soutenir malgré cette conjoncture dans laquelle on traverse. Et donc, allez, à très bientôt.